Imaginez l'Europe. Un champ de bataille continu pendant 3 décennies. Des villes brûlées, des villages désertés, des régions entières où la population est réduite de moitié. C'est le bilan de la guerre de 30 ans, un conflit qui a ravagé le cœur du continent, transformant l'Allemagne en un cimetière géant. Ce fut l'apocalypse européenne avant l'heure. Mais cette guerre n'est pas seulement un catalogue d'horreurs. C'est le creuset d'où est né le monde moderne. Lorsque les belligérants signèrent la paix en 1648, ils n'ont pas seulement arrêté les combats, ils ont inventé le concept de l'État-nation souverain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Oubliez les rois, les papes et les empereurs tout-puissants. Bienvenue dans le système de Westphalie. Pour comprendre cette guerre, il faut oublier la France ou l'Espagne. Le champ de tir, c'est le Saint-Empire romain germanique. Mais l'Empire, en 1618, n'était ni saint, ni vraiment romain, ni un empire uni. C'était une collection désordonnée de 300 États, principautés et villes libres, tout sous l'autorité théorique de l'empereur Habsbourg, Ferdinand II. Le premier ingrédient du désastre est la religion. Après la Réforme, la règle était « cuius regio, eius religio », à chaque région, sa religion. Génial, sauf que cette paix n'incluait pas le calvinisme, qui était en pleine expansion. La tension était volcanique entre catholiques, Habsbourg, et luthériens calvinistes, princes du Nord. Le deuxième ingrédient, c'est la géopolitique. La maison de Habsbourg, qui régnait sur l'Autriche et l'Espagne, encerclait la France. La France, dirigée par le cardinal Richelieu, avait une peur panique de cette superpuissance. La religion n'était qu'un prétexte. La vraie partie s'appelait Habsbourg contre la France. L'étincelle, 1618. L'empereur Ferdinand tente d'imposer son pouvoir catholique à la Bohême, aujourd'hui République tchèque. En réponse, des nobles protestants se rendent au château de Prague et jettent 2 émissaires impériaux par la fenêtre. C'est la célèbre défenestration de Prague. Personne n'est mort, ils sont tombés dans un tas de fumier, mais l'acte était une déclaration de guerre. La première décennie est une domination totale des Habsbourg. L'empereur Ferdinand, grâce à des généraux de génie, et parfois terrifiants, comme Albrecht von Wallenstein, écrase la résistance. Wallenstein n'est pas loyal à une cause, il est loyal à l'argent. Il lève des armées gigantesques de mercenaires et les finance en rançonnant les villes qu'il traverse. Le slogan devient « La guerre doit nourrir la guerre ». C'est la militarisation du pillage. Face à la puissance catholique, l'Europe protestante panique. En 1630, arrive le sauveur, Gustave Adolphe, le roi de Suède, surnommé le « Lion du Nord ». C'est un génie militaire. Il modernise son armée avec de l'artillerie légère et de la mobilité. Il écrase l'armée impériale à Breitenfeld et marche en conquérant vers le sud. Mais Gustave Adolphe est tué à Lutzen en 1632. Le chaos continue. Qui intervient? La France. Le très catholique cardinal Richelieu s'allie officiellement aux puissances protestantes. Pourquoi? Parce que pour Richelieu, la destruction de la puissance Habsbourg était plus importante que l'unité religieuse. C'est le triomphe de la raison d'État sur la foi. Le désastre n'est pas dû aux grandes batailles, mais aux armées de mercenaires qui n'étaient pas payées. Elles survivaient en dépouillant le pays. Imaginez le passage d'une armée de 50 000 hommes. Ce n'était pas une traversée, c'était une invasion. On volait les récoltes, on brûlait les fermes, les abus sur les populations étaient la règle. Le vrai tueur n'était pas le mousquet. C'était la famine et la maladie. Les armées en mouvement transportaient des épidémies, notamment des formes virulentes de peste et de typhus. Des régions comme la Bavière ont perdu 50% de leurs hommes. Le Palatinat était presque vide. Dans les villes comme Magdebourg, Sac de 1631, le massacre fut si total qu'il est resté un symbole de barbarie pour des siècles. La guerre de 30 ans a aussi marqué la fin des chevaleresques vives. C'était la naissance de la guerre professionnelle, avec des formations standardisées et l'usage accumulé de la poudre à canon. Mais cette professionnalisation n'a pas rendu la guerre moins vente, elle l'a rendue plus efficace pour détruire les centres logistiques civils. La génération qui a vécu ces 30 ans n'a connu que la faim et le danger. L'empereur n'avait plus le contrôle, la religion n'offrait plus de réconfort. L'Europe centrale était brisée, épuisée, économiquement ruinée et démographiquement décimée. Tout le monde voulait la paix, mais personne ne pouvait se faire confiance. La paix, lorsqu'elle est arrivée en 1648, n'a pas été signée dans une seule capitale, mais dans 2 villes de la région de Westphalie, Münster et Osnabrück.
Les négociations ont duré des années, car les combats continuaient en parallèle. C'était le premier grand congrès de paix international, réunissant des centaines de diplomates. La conséquence majeure, c'est l'invention de la souveraineté d'État. Avant, votre loyauté était divisée, roi, église, empereur. Après 1648, la doctrine westphalienne affirme « Chaque État a l'autorité suprême et exclusive sur son propre territoire ». C'est la fin du rêve d'un grand empire unifié, qu'il soit Habsbourg ou papal. En pratique, 1. La France devient la puissance dominante en Europe. 2. Les Pays-Bas et la Confédération helvétique, Suisse, obtiennent leur indépendance formelle. 3. Les princes allemands obtiennent le droit de mener leur propre politique étrangère, enterrant définitivement le Saint-Empire. Le plus important, la religion cesse d'être une cause acceptable d'intervention internationale. Désormais, les relations sont gérées par la diplomatie, les ambassadeurs et la reconnaissance mutuelle des frontières. Le chaos de 30 ans de guerre religieuse a forcé l'Europe à créer un cadre basé non sur la moralité ou la foi, mais sur la balance des pouvoirs. Conclusion. Un héritage brutal. La guerre de 30 ans est un paradoxe terrible. Elle a presque anéanti l'Europe centrale, mais elle a posé les rails pour ce que nous appelons aujourd'hui l'ordre international. Chaque fois que nous parlons de non-ingérence ou d'intégrité territoriale, nous parlons de l'héritage brutal de Westphalie. Cet événement nous rappelle que les plus grandes destructions peuvent aussi engendrer les changements politiques les plus profonds. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que ce système de Westphalie soit toujours adapté aux défis du XXIe siècle? N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires.